le cadre de sa visite de travail aux États-Unis, le secrétaire général et président Tô Lâm a prononcé un discours marquant à l'Université de Columbia. Le Vietnam vise à devenir l'un des pays leaders au monde dans l'industrie des semi-conducteurs et de l'électronique d'ici 2050. Les images de solidarité du peuple vietnamien lors du typhon Yagi ont laissé de bonnes impressions dans le cœur des amis internationaux. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au Journal francophone. À l'occasion de sa participation au sommet de l'avenir et au débat général de haut niveau de la 79e Assemblée nationale des Nations unies à New York, aux États-Unis, le secrétaire général du Parti communiste et président vietnamien Tô Lâm a rencontré le 23 septembre à New York le Premier ministre indien Narendra Modi. Les deux dirigeants ont discuté du renforcement du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et l'Inde pour la période 2024-2028. Tô Lâm a souligné la nécessité de développer les échanges économiques et de se donner des objectifs ambitieux dans ce domaine avec un chiffre d'affaires de 20 milliards de dollars par an à court terme et de 30 milliards d'ici 2030. Il a également évoqué le rôle du Vietnam dans l'approfondissement des relations ASEAN-Inde. Narendra Modi a quant à lui réaffirmé l'engagement de l'Inde à se tourner vers l'Est, promettant une collaboration accrue avec l'ASEAN et le Vietnam, notamment dans les domaines de l'économie numérique, des infrastructures durables et de la sécurité maritime. Le même jour, le secrétaire général et président Tô Lâm a prononcé un discours marquant à l'Université de Columbia. Dans cette université vieux de 270 ans, l'un des principaux établissements d'enseignement des États-Unis, le dirigeant vietnamien a discuté des objectifs du Vietnam dans la nouvelle ère. Tô Lâm a parlé de la vision de la construction d'un avenir meilleur pour toute l'humanité dans un esprit de guérison, de respect mutuel et de compréhension. Ensemble, toutes les nations devraient promouvoir le dialogue, assumer leurs responsabilités internationales et toujours placer le peuple au centre du processus d'élaboration des politiques. Le plus haut dirigeant vietnamien a enfin affirmé que le Vietnam continuerait de se tenir aux côtés de ses amis et partenaires internationaux pour partager une vision commune et coordonner ses actions afin d'atteindre les meilleurs objectifs possibles pour toute l'humanité. Lors d'une rencontre avec les experts de l'Université de Columbia, Tô Lâm a présenté 4 axes majeurs pour le développement socio-économique du Vietnam, dont le perfectionnement des institutions, l'innovation technologique, la réforme de l'éducation et une politique étrangère d'indépendance et de multilatéralisme. Toujours dans le cadre de sa visite de travail aux États-Unis, le secrétaire général et président Tô Lâm a participé lundi à une discussion d'affaires organisée par plusieurs associations américaines en collaboration avec le ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement. Tô Lâm a encouragé les entreprises américaines à accroître leurs investissements au Vietnam, notamment dans les domaines des hautes technologies, de l'économie verte et numérique et des énergies renouvelables. Il a également appelé à la reconnaissance du Vietnam comme économie de marché par les États-Unis. L'événement s'est conclu par la signature d'accords entre entreprises vietnamiennes et américaines dans des secteurs variés tels que l'énergie, les logiciels et l'intelligence artificielle. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a prononcé ce mardi 24 septembre le comité provincial du parti de Dong Nai pour discuter du développement socio-économique de cette localité. Le chef du gouvernement a souligné la nécessité pour la province d'adopter 3 orientations de développement pionnières qui comprennent le développement d'infrastructures synchrones, modernes et intelligentes, l'application de la science et de la technologie pour favoriser les changements innovants, renforcer les ressources humaines, promouvoir la réforme administrative et améliorer l'environnement des affaires.
et assurer la sécurité sociale et le développement durable pour ne laisser personne de côté. Il a également souligné l'importance de mobiliser toutes les ressources juridiques pour le développement et de renforcer les connexions régionales et internationales. En outre, il a exhorté Dong Nai à promouvoir ces trois forces motrices économiques qui sont le renforcement des industries clés, la promotion des secteurs de haute technologie et la transformation des parcs industriels vers des pratiques plus vertes et plus durables. Le Premier ministre vient de signer une décision promulguant la stratégie de développement de l'industrie des semi-conducteurs du Vietnam jusqu'en 2030 et Vision pour 2050, qui vise à ce que les revenus de l'industrie des semi-conducteurs au Vietnam atteignent plus de 100 milliards de dollars par an d'ici 2050 et appartiennent au groupe des pays leaders au monde dans l'industrie des semi-conducteurs et de l'électronique. Avec une feuille de route divisée en 3 phases, la stratégie a spécifiquement mis l'accent sur la nécessité de développer les ressources humaines et d'attirer les talents. Il s'agit d'un facteur décisif pour que le Vietnam soit autonome dans l'écosystème de l'industrie des semi-conducteurs avec une capacité de pointe à certaines étapes de la chaîne de production. Ce groupe d'étudiants vient de suivre une formation de courte durée auprès d'une société étrangère de semi-conducteurs. Ils satisfont aux exigences en matière de langues étrangères. Je comprends mieux les exigences réelles de l'entreprise afin d'acquérir les connaissances nécessaires pour répondre aux exigences du marché. C'est la première année que l'Université des Transports accueille des étudiants en ingénierie informatique liés au domaine des semi-conducteurs. Le nombre d'élèves inscrits est supérieur à 500, mais elle ne peut en recruter qu'un dixième. Nous devons équilibrer les installations et le personnel. Après sa formation, le personnel enseignant répond pleinement aux exigences. Il existe actuellement environ 35 établissements d'enseignement supérieur capables de participer à des formations dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs, mais le nombre d'établissements expérimentés est très restreint. Bien que la quantité d'entrées soit faible, la capacité de réponse est inférieure à 20%. D'ici 2030, le Vietnam vise à compter plus de 50 000 ingénieurs et bacheliers dans l'industrie des semi-conducteurs. Il est donc important de donner la priorité à la formation avancée des ingénieurs en électronique, télécommunications, technologie de l'information et technologie numérique. Au cours des 5 dernières années, le Vietnam a rapidement constitué un réseau national d'innovation, créant ainsi les conditions nécessaires à l'amélioration de la qualité des ressources humaines technologiques, notamment celle du secteur des semi-conducteurs. Dans un avenir proche, le Centre national d'innovation sera chargé de gérer le programme de formation des ressources humaines pour l'industrie des semi-conducteurs, de le fournir au marché vietnamien et de l'exporter. Nous disposons de ressources humaines très solides, mais elles doivent être formées et pleinement exploitées. Le Centre national d'innovation promeut également la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur et les localités afin d'optimiser les opportunités d'apprentissage et d'expérience pour les ressources humaines travaillant dans ce domaine. Récemment, le comité central du parti a convenu d'une politique d'investissement pour l'ensemble du projet ferroviaire à grande vitesse sur l'axe nord-sud. Ce projet est nécessaire car par rapport aux autres pays de la région, les chemins de fer vietnamiens sont de plus en plus en retard et posent des défis pour le développement de l'industrie en particulier et de l'économie en général. Il contribuera à ouvrir un nouvel espace de développement économique pour le pays. Et le coût total d'investissement du projet s'élève à environ plus de 67 milliards de dollars. Cet écartement à voie unique de 1 mètre existe depuis plus de 140 ans. Les locomotives et wagons ont également une durée de vie de 13 ans, voire plus de 50 ans. Lorsqu'ils ne peuvent être remplacés, ils doivent continuer à fonctionner. En 1990, l'industrie ferroviaire desservait près de 3% du trafic total de passagers et le chiffre d'affaires des passagers représentait 12%.
Depuis 2020, le transport ferroviaire de voyageurs ne représente plus que 0,1% des transports et près de 1% des rotations. Il est temps pour l'industrie ferroviaire de changer. En 2022, le transport ferroviaire a atteint 5,7 millions de tonnes, soit 2,5 fois plus qu'en 1990. Au cours de la même période, la production du transport routier a été multipliée par 50. Pendant longtemps, les chemins de fer ont toujours été inférieurs et ne pouvaient rivaliser avec les routes et les voies aériennes. Le transport ferroviaire perd progressivement son rôle prédominant dans les transports au service du développement économique du pays. Développer le chemin de fer à grande vitesse nord-sud sera une avancée. C'est un projet que l'ensemble du secteur ferroviaire attendait depuis longtemps. Il s'agit d'une décision extrêmement judicieuse et d'une bonne politique du gouvernement. Le ministère des Transports a étudié et informé le gouvernement du moment approprié pour mettre en œuvre la route à grande vitesse nord-sud. Il s'agit d'un projet urgent. L'investissement dans le projet a fait l'objet de recherches minutieuses et approfondies dans le plan directeur national. L'investissement dans le train à grande vitesse est considéré comme un investissement pour l'avenir. Le projet apportera non seulement une efficacité économique, mais il aura également un impact sur de nombreuses régions économiques clés. Plus important encore, il s'agit d'une composante de l'écosystème global des transports modernes et durables. Au cours des 7 premiers mois de cette année, les recettes fiscales du commerce électronique ont dépassé 3,16 milliards de dollars. Selon les projections de l'administration fiscale, ce chiffre dépassera 4 milliards de dollars pour la première fois d'ici la fin de l'année. Cette croissance significative est tirée non seulement par les entreprises nationales, mais aussi par les plateformes internationales telles que Google, Facebook et Amazon. Pour atteindre cette étape, le département général des impôts du Vietnam a mis en œuvre plusieurs mesures clés. Il s'agit notamment de développer une base de données complète de gestion fiscale en collaborant avec divers ministères et comités populaires provinciaux et municipaux. Et cet effet, la synchronisation des bases de données de secteurs tels que la banque et les télécommunications a considérablement amélioré l'efficacité des efforts de gestion et de collecte des impôts. Ces dernières années, le secteur agricole de Lâm Đồng a tiré parti de nombreux avantages de la transformation numérique. Les coopératives sont invitées à appliquer la numérisation dans la gestion et la vente des produits agricoles. Grâce à cela, l'origine des produits agricoles locaux est devenue plus transparente, renforçant ainsi la confiance des consommateurs. Dans cette coopérative, les produits agricoles sont surveillés à toutes les étapes, du jardin au point de collecte. La coopérative met à jour un système de suivi avec des informations détaillées sur chaque article, y compris la date, l'heure et la quantité de livraison. Les 225 agriculteurs de la coopérative ont chacun un code unique. Chaque agriculteur associé a un code unique. J'enregistre les informations des lots de marchandises dans le système dès leur arrivée. Si je reçois une remarque du client, je peux facilement les retracer jusqu'au fournisseur spécifique. Au cours des 7 dernières années, cette coopérative a fourni en moyenne 5 à 6 tonnes de produits agricoles par jour dans tout le pays. Cette méthode de gestion garantit une qualité constante. Lorsque les produits arrivent aux consommateurs, ils sont accompagnés d'informations transparentes et complètes sur l'emballage, ce qui permet aux clients de retracer facilement l'origine. Je pense que chaque ménage devrait avoir un code QR pour ses produits sur le marché afin que les clients puissent facilement retracer l'origine des produits agricoles. J'espère que les autorités pourront soutenir la mise en œuvre de ces codes QR pour tous les ménages. À l'avenir, Lâm Đồng disposera d'un plan général pour la transformation numérique du secteur agricole de la province. Ce plan mobilise la participation active des coopératives agricoles à la gestion des produits certifiés au COP et au commerce électronique.
Au cours des 2 dernières années, la province de Lâm Đồng a alloué près de 3 millions de dollars pour améliorer l'efficacité opérationnelle des coopératives, développer des modèles agricoles intelligents et développer la traçabilité des produits. Cela a encouragé les coopératives à appliquer la transformation numérique dans leur activité, augmentant ainsi leurs revenus. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. La récente tempête et inondation dans les provinces du Nord a causé d'énormes pertes au secteur agricole, avec des dégâts aux cultures atteignant à eux seuls plus de 4 milliards de dong et plus de 1200 milliards de dong pour les légumes. Actuellement, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, les localités ainsi que les agriculteurs tentent de rétablir la production. Cependant, dans de nombreuses localités, le démarrage immédiat de la production se heurte encore à de nombreuses difficultés. Ce champ d'oignons est censé être récolté dans 2 semaines. Après la tempête, les agriculteurs risquent de tout perdre. À l'heure actuelle, les agriculteurs du village de Bình Tân ne peuvent que nettoyer leurs champs et leurs jardins et attendre que la terre sèche avant de replanter. Il ne nous reste plus rien de la récolte de cette année. Jamais auparavant une tempête n'avait été aussi violente. Le riz ne peut plus être replanté, il n'y a que des cultures d'hiver comme le taro et les tomates. Après l'inondation, les routes intérieures du village sont encore très difficiles à emprunter. Avec des zones végétales à l'intérieur de la digue, grâce au bon système de drainage, les dégâts sont moindres. Le secteur agricole a également immédiatement ordonné à la population de drainer l'eau dans les zones inondées et d'assurer la quantité de semences pour restaurer la production. Nous avons dépensé environ 20 milliards de dong pour soutenir les maraîchers. À cela s'ajoute un soutien en matériel et en semences pour soutenir les localités. Actuellement, les besoins en semences et plants pour restaurer la production sont très importants. Le département de la production végétale a proposé que les fournisseurs de semences soutiennent de manière proactive les variétés végétales pour les agriculteurs des localités touchées par les tempêtes. 9 km, c'est la distance que les élèves du village de Ta Kap, commune de Yên Lạc, district de Nguyên Bình, province de Cao Bằng, doivent parcourir chaque jour pour aller à l'école. Située dans l'endroit le plus reculé du district, la commune de Yên Lạc est en ce moment sévèrement touchée par les glissements de terrain, avec 11 personnes tuées. Malgré leur état, les routes gravement endommagées restent le seul moyen pour les élèves de se rendre à l'école. Les élèves doivent souvent quitter le village à l'aube. Pour se rendre à l'école, ils doivent franchir de nombreuses collines et pentes les unes après les autres. Toute cette zone a été gravement endommagée par le typhon Yagi. J'aime aller à l'école. Les élèves doivent marcher prudemment et suivre des chemins de terre à hauteur. Ils s'entraident pour ne pas glisser et tomber. Les routes sont glissantes, escarpées et boueuses avec de nombreux rochers, provoquant des chutes à tout moment. J'ai dû m'accrocher au bambou et m'y tenir fermement. Je marche avec la peur de glisser. Je suis tombée plusieurs fois, puis j'ai brossé les taches sur mes vêtements et j'ai continué mon chemin. Les élèves marchent ensemble du village à l'école du centre communal, car le village n'a qu'un seul jardin d'enfants. Certains enfants d'âge préscolaire vont également à l'école avec leurs frères et sœurs. Les enfants de 2 ans sont portés par leurs parents sur des routes difficiles, puis se rendent à l'école à pied avec leurs frères et sœurs.
J'ai peur des glissements de terrain, des fortes pluies et des vents violents. Quand il pleut, je crains les glissements de terrain. Mais je ne veux pas que mes enfants manquent une journée d'école. Ils m'ont dit, « Maman, laisse-moi aller à l'école. » Les élèves emportent le repas sur le chemin de l'école. Leurs sandales sont couvertes de boue. Les souvenirs de terribles glissements de terrain sont encore là. Malheureusement, certains de leurs amis ne sont jamais retournés à l'école, tandis que d'autres sont soudainement devenus orphelins. Pourtant, de l'autre côté de la colline, leur école bien aimée les attend. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a organisé une réunion avec Google pour renforcer la coopération dans la promotion de la culture et du tourisme vietnamien aux États-Unis via les plateformes numériques. Parmi les principales initiatives figure le projet Merveilles du Vietnam sur la plateforme Art et Culture de Google, qui présente 35 expositions en ligne et plus de 1300 photos de destinations touristiques populaires du Vietnam. Le projet Vibrant Vietnam met en valeur la culture des 54 groupes ethniques du Vietnam, tandis que le programme de communication touristique Vietnam Travel to Love vise à relancer le secteur après le Covid-19. En réponse aux propositions du ministère, les représentants de Google se sont engagés à soutenir davantage le tourisme vietnamien par le biais de la transformation numérique et du partage de données. YouTube prévoit d'inviter d'éminents créateurs de contenu au Vietnam pour promouvoir le tourisme local, offrant ainsi une visibilité précieuse aux entreprises vietnamiennes. Avec 2 milliards de visiteurs par mois, les plateformes de Google offrent d'importantes opportunités promotionnelles pour le secteur touristique vietnamien. La tempête numéro 3 a causé de lourds dégâts aux personnes et aux biens, perturbant la vie des habitants de la zone inondable du Nord. Lors des temps difficiles, l'esprit de solidarité et de la compassion du peuple vietnamien se manifeste plus que jamais. Les images de solidarité du peuple vietnamien, surmontant ensemble les tempêtes, ont laissé de nombreuses impressions dans le cœur des amis internationaux vivant et travaillant au Vietnam. Après être entré au Vietnam, le typhon Yagi a dévasté Hanoï, déraciné de nombreux arbres, inondé de nombreuses zones et nécessité une campagne de nettoyage à grande échelle. À Hanoï et dans les localités voisines, environ 23 000 arbres ont été déracinés. Cela a conduit à des blocages de routes, à des dommages aux infrastructures et à de nombreuses perturbations dans la vie quotidienne des habitants locaux. Quand j'ai vu tomber l'arbre centenaire de l'ambassade, j'ai eu l'impression d'avoir perdu quelque chose de précieux. Cet arbre a toujours fourni de l'ombre à nous et aux invités. Aujourd'hui, je suis également très reconnaissant à la Société des arbres verts de Ho Chi Minh Ville de nous avoir aidés à nettoyer les conséquences de la tempête numéro 3. Ce n'était pas une tâche facile. Bien que les autorités locales aient rapidement balayé les routes et enlevé les arbres tombés, le grand nombre d'arbres tombés a submergé le travail de nettoyage. Par conséquent, le Front de la Patrie du Vietnam s'est coordonné avec le Comité populaire de Hanoï pour lancer une campagne de nettoyage. De nombreux habitants, dont des personnes âgées, se sont portés volontaires pour nettoyer les rues et enlever les branches d'arbres cassés. Pour certains, participer au nettoyage est non seulement une responsabilité, mais aussi une joie, démontrant leur affection pour cette ville. Après le typhon, nous avons vu la ville en ruine, avec des arbres tombés et beaucoup de dégâts. Cela nous a fait mal au cœur, alors nous voulons participer au nettoyage. Une fois le nettoyage terminé, de nouveaux arbres seront plantés. Nous espérons que notre ville retrouvera sa beauté. Se donner la main pour nettoyer la ville
a également attiré la participation de touristes internationaux en vacances à Hanoï. Au lieu de se consacrer le week-end à des activités touristiques traditionnelles, ces visiteurs ont choisi de contribuer aux efforts de reconstruction de la ville. Nous ne vivons pas ici. Nous voyageons juste un mois en Asie du Sud-Est. Nous étions à Pho Quoc et avons décidé de nous rendre à Hanoï pour aider au nettoyage. Nous sommes heureux de nous joindre aux gens pour nettoyer. C'est merveilleux. Nous avons pris l'avion ici juste pour participer à cet événement et continuer ensuite notre itinéraire de voyage. Plus il y aura de personnes impliquées, plus le nettoyage sera rapide et facile. Pour les étrangers vivant et travaillant au Vietnam, ils considèrent Hanoï comme leur deuxième maison. Même si la météo n'était pas favorable, ils ont persévéré jusqu'à la fin du travail avec le sens des responsabilités et du partage avec les habitants de Hanoï. Je vis au Vietnam. Cet endroit est comme ma maison, alors j'ai pensé que je devrais donner un coup de main à nettoyer la ville après la tempête. Je trouve donc formidable que tout le monde puisse se donner la main pour la ville. Je suis triste de l'impact de la tempête sur la ville. J'aime Hanoï parce que c'est une très belle ville. Les Vietnamiens sont très optimistes et unis après la tempête. Les étrangers participant au nettoyage des rues ont également été impressionnés par la réaction rapide du gouvernement local face aux conséquences du typhon Yagi, contribuant ainsi à ramener la ville à un état normal comme auparavant. J'ai été surpris de voir avec quelle rapidité les routes ont été dégagées. Et pendant que la tempête faisait encore rage, j'ai vu des véhicules de secours toujours en activité. Les habitants ont également travaillé sans relâche pour nettoyer la ville. C'est vraiment inspirant. Nous étions ici lorsque le typhon Yagi a balayé cette belle ville. Nous avons vu les efforts de la ville pour répondre aux tempêtes. Nous avons donc voulu venir en aide. Cet événement de nettoyage a été organisé par une agence de voyage en collaboration avec le district de Hoan Kiem. L'événement a attiré plus de 200 bénévoles, dont des étrangers, des touristes et des locaux. Il y a eu plus de 200 inscriptions pour samedi et dimanche. Je suis très émue. Je vois que les volontaires étrangers se donnent vraiment à fond. Ils aiment vraiment ce pays et voient vraiment les difficultés causées par la tempête et les inondations. La présence des touristes internationaux et de la communauté étrangère à Hanoï, participant au nettoyage, démontre un profond esprit de sympathie et de solidarité avec la communauté locale. En fin du journal, découvrons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.